tout le monde, bienvenue dans cette autre émission de Plan d'affaires Show-Us. Je suis Franck Eboa, président du Conseil panafricain de Québec et promoteur de la centrale des affaires panafricaines. Aujourd'hui, on n'est pas dans la centrale des affaires panafricaines, mais on est dans un bon endroit, un endroit où on se sent même en famille. On est aux États-Unis, bien sûr. C'est beau, hein? Ça, c'est très beau, les États-Unis, bien sûr. Vous savez quoi? On a le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par la nouvelle consul générale des États-Unis au Québec, à Québec, hein? Madame Zimmerman, la docteure Zimmerman. Bon, moi, il faut que je vous dise, vous savez, l'émission Plan d'affaires Show-Us, c'est réservé pour quoi? C'est réservé pour qui? C'est réservé pour des individus, des personnes inspirantes. Vous savez pourquoi on le fait? Alors, pourquoi nous, on a décidé au sein du Conseil panafricain de le faire? Parce que déjà, on a été impressionnés par une chose. On a fait la connaissance, du moins moi. J'ai fait la connaissance de Madame Zimmerman pendant le mois de l'histoire des Noirs. Ok? Alors, elle a invité les associations africaines, les organisations et des individus de la communauté, des leaders de la communauté afrodescendante. Et j'ai trouvé l'accueil très humain. J'ai trouvé déjà l'approche et la vision quand on discutait avec Madame Zimmerman. Mais ma surprise était encore plus grande quand on a progressivement connu le personnage à travers déjà ses actions, son CV. Et je vais vous le dire en direct, hein. Donc, asseyez-vous bien. Comme on dit, c'est du lourd. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de discuter avec Madame Zimmerman, la consul générale des États-Unis au Québec, à Québec. Merci beaucoup, Madame Zimmerman. Merci beaucoup, Madame la consul générale, de nous accueillir. Écoutez, bienvenue. Et déjà, vous pouvez m'appeler Mélanie. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus amical. Ah bon? Bon, oui. Merci beaucoup, Mélanie. Dites-moi, moi, je veux qu'on commence rapidement par quelque chose qui m'a impressionné. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Ok? Vous êtes entré en fonction il n'y a pas longtemps. L'une de vos premières actions a été de rassembler, de réunir le monde, la communauté afrodescendante, la communauté noire aussi, parce qu'il y avait les associations, les représentants des associations haïtiennes, il y avait des personnes des milieux socio-culturels. Ma question c'est pourquoi? Écoutez, je pense que j'ai une passion pour l'Afrique, déjà. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir passer toute ma carrière, soit en Afrique, soit à travailler sur des dossiers africains. J'ai découvert un continent d'une richesse extraordinaire, d'une humanité indescriptible. Et je pense que je ne suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais avant d'aller en Afrique. Et donc je pense que j'ai une affinité pour l'Afrique, un respect, un amour pour l'Afrique. Et donc je vais naturellement me tourner vers les activités, les groupes, les associations qui vont me permettre de me retrouver, de me redécouvrir dans ce milieu africain, tout simplement. Mais quand vous dites vos voyages en Afrique, je veux dire, il y a des gens qui voyagent en Afrique. Moi, je connais des gens qui ont fait plusieurs tours en Afrique, qui ont des business, comme on dit en Afrique, qui voyagent pour le travail, qui voyagent pour... Mais avec la même passion, je ne comprends pas. Ça vient d'où? Parce que quand on regarde, et en plus quand on regarde, et moi je vais prendre le temps tout à l'heure de lire le parcours, parce qu'il y a cette connaissance aussi quand même relationnelle que vous avez au niveau de l'Afrique. Moi je me demande, mais comment? Est-ce que quand on étudie, est-ce que quand on voit votre parcours, est-ce que c'était ça votre objectif? Est-ce que c'est juste un hasard comme ça, l'Afrique est venue par hasard? Ou est-ce que c'était un objectif dans votre parcours? Non, je pense que déjà toute petite, j'étais très intriguée par l'Afrique. Mes parents m'avaient montré des films, Out of Africa, Flame Trees of Thika, bon, qui sont aujourd'hui des films qui sont peut-être pas très politiquement corrects, mais qui représentaient une certaine vision de l'Afrique à l'époque. Et j'étais fascinée. Et comme on dit, j'étais au lycée français à Washington, le lycée Rochambeau. Il y avait une très grande communauté internationale, d'où beaucoup d'amis
de camarades de classe qui étaient africains aussi. Donc il y a eu dès toute petite une interaction avec des Africains de tous les horizons, de tous les différents pays, majoritairement francophones quand même. Et donc je pense que contrairement peut-être à beaucoup de petits Français ou d'Américains ou d'Allemands ou de Canadiens, j'ai eu tout de suite ce contact avec l'Afrique. C'était très tôt, quoi. Très tôt, voilà. C'était, comme on dit, une copine, Mélissa, qui venait du Congo. C'était Aïcha qui venait de Tunisie. Voilà, donc je pense que j'ai eu ça très tôt. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que je sais que, ayant habité en Afrique longtemps maintenant, il y a un côté très spirituel aussi. Il y a des choses qu'on n'explique pas, mais on raconte par des histoires. Donc je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais étudiante en doctorat, j'étais passée aux États-Unis faire un petit stage et une présentation de mon travail doctoral. Et j'y ai rencontré un Américain qui était né au Kenya, qui était en fait un prince Maasai. Et il me parle, et je ne connaissais pas encore l'Afrique, j'y étais pas encore allée. Et on commence à parler, à un moment il s'arrête. Et il me dit, mais toi, dans une autre vie, tu étais africaine. Il m'a dit, tu as quelque chose en toi, j'arrive pas à le décrire exactement, mais dans une autre vie, tu étais africaine. Donc peut-être que c'est ça la réponse à ta question. Je sais pas. Il y a vu cette énergie-là. Parce qu'il y a cette chaleur et ça c'est ce que tout le monde a constaté dans l'invitation, il y a cette chaleur dans votre façon de faire. C'est assez impressionnant quand on constate aussi le côté humain, on constate le professionnalisme derrière le côté humain, parce que, attendez, il faut, vous me permettez, hein, parce que moi j'ai dit, non, et voilà, je veux dire, j'ai dit qu'il fallait qu'on prenne le temps de le faire, parce que c'est pas rien. Moi je regarde ça, puis je me demande où vous avez trouvé le temps pour le faire. Bon, mais écoutez, alors on a, et ça on part du plus récent jusqu'au plus ancien. Alors, consul général des États-Unis à Québec, Canada. Alors, affectation antérieure. Alors, on a chef de mission, ambassade de Port, Louis, Maurice et Seychelles. Qu'est-ce que vous avez aimé là, de cet endroit? Alors, c'est une vision de l'Afrique qui est très différente. Déjà, quand on arrive à l'île Maurice, ça ne ressemble pas au reste de l'Afrique par le côté ethnique. C'est beaucoup plus descendance ce qu'on appelle les indentured servants indiens. Et il y a beaucoup moins de noirs africains. Alors, c'est l'Afrique, mais ça ne ressemble pas à l'Afrique. Ça a un côté qui tire vers l'Inde, qui est très fort, culturellement, religieusement, alimentaire, etc. Oui, il y a des noirs d'origine africaine qui sont des victimes de la traite négrière, mais la majorité des Mauriciens sont d'origine indienne. Donc c'est l'Afrique, mais très différente. Certaines personnes disent c'est Africa Light. African Light. Qui se trouve dans l'océan Indien, un petit peu au carrefour entre l'Inde et l'Afrique. Donc ça, c'était fascinant de voir un côté très très différent de l'Afrique et un pays qui se positionne comme le port d'entrée pour des pays non africains vers l'Afrique. Donc ça, c'était vraiment très très fascinant, mais très différent des autres expériences sur le continent. Est-ce qu'il y a ce rapport-là que ce pays-là entretient avec l'Afrique d'une certaine façon? Oui, absolument. Oui. C'est, comme on dit, l'île Maurice se veut je vous disais, la porte d'entrée pour l'Afrique, se veut membre de l'Union africaine, ce qu'elle est, mais également avec un côté très fort culturel et historique et économique vers l'Inde aussi. Je suis en train de faire mes cours de géopolitique et d'histoire en direct. J'espère que Madame la Consul ne va pas me charger parce que ses frais et ses honoraires doivent être quand même... Mais vous voyez qu'on est en pleine éducation, l'instruction d'une personne qui me parle de l'Afrique, hein, mon continent. Donc il faut... voilà, il faut le préciser. Donc, alors on a chargé des affaires. Ambassade, Port-Louis. Donc là-bas, c'était plus, vous avez plus porté un chapeau affaires économiques. Alors, j'étais chef de mission diplomatique pendant 18 mois, c'est-à-dire il n'y avait pas d'ambassadeur, donc on m'a mis à la place de l'ambassadeur pour gérer la mission diplomatique. Donc c'était un côté relations extérieures, évidemment diplomatique, non seulement avec l'île Maurice, mais j'ai été accréditée pour les Seychelles aussi, donc 2 différents pays, donc 2 différentes missions diplomatiques. Oui. Et lorsqu'un ambassadeur est arrivé au bout de 18 mois, en fait, je suis allée au poste d'origine qui est l'adjoint
le chef de mission diplomatique adjoint, en anglais on dit Deputy Chief of Mission. Et là, c'est beaucoup plus du management et de l'administration de tous les services de l'ambassade, du personnel, gérer les budgets, ce genre de choses. Donc j'ai eu en fait presque comme 2 différentes affectations à l'île Maurice. La première comme chef de mission diplomatique et la deuxième en soutien au chef de mission diplomatique. Génial. Donc là, on voit assistant spécial du secrétaire adjoint aux affaires africaines, bureau des affaires africaines. Mais quand on dit affaires africaines, ça veut dire quoi, affaires africaines? Alors, au département d'État américain, notre ministère des Affaires étrangères, nous avons des bureaux géographiques. Donc, vous avez le bureau Afrique, le bureau Asie, Europe, Amérique du Nord, etc. Donc, le chef du bureau Afrique, nous, on appelle ça un assistant secretary, qui est une femme extraordinaire, un ancien ambassadeur au Libéria qui s'appelle Linda Thomas Greenfield, de descendance afro-américaine aussi. Et j'ai été nommée pour être son assistante, alors pas assistante dans le côté secrétaire, ça c'est pas ça, mais pour l'aider à gérer tous ses dossiers, l'accompagner en voyage, l'accompagner dans toutes ses réunions, être le sphinx qui garde l'entrée de son bureau et qui l'aide à gérer tout ce qu'elle a. Et ça permet aussi un apprentissage extraordinaire au plus haut sommet des États africains, parce qu'elle a accès au président, au ministre des Affaires étrangères, etc. Et donc j'ai énormément voyagé avec elle à travers l'Afrique, à rencontrer tous les chefs d'État. Ou alors, le summum, c'est le sommet de l'ONU, le United Nations General Assembly, qui est de la grande messe des Nations Unies en septembre, où on va pendant 4-5 jours et on rencontre 15, 20, 30 chefs d'État, ministres des Affaires étrangères, etc. Avec la directrice Afrique, c'est la porte-parole de la diplomatie américaine pour l'Afrique. C'est celle que les présidents appellent quand ils ont besoin de quelque chose, ou qu'elle peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour dire « Oh, qu'est-ce qui se passe avec tes élections ?» Je ne suis pas très d'accord, ce genre de choses. Mais justement, Madame la Consul Générale, vous allez... et d'ailleurs, parce qu'on voit, je vais régler ça tout de suite, Madame la Consul, si vous permettez, on voit Docteur Mélanie. Docteur, on va certainement lire ça plus loin, mais je suis curieux, rapidement, docteur, en quoi? Alors, c'est docteur en relations internationales et sécurité internationale. Donc, j'ai fait un doctorat à l'université de St. Andrews. Relations internationales et sécurité internationale. Ouais, en fait, c'est à l'université de St. Andrews, en Écosse. C'est une université qui a 602 ou 603 ans, une des plus anciennes universités au monde. Comme on dit, dans un petit patelin au nord de l'Écosse. Il y a un département des relations internationales, donc relations internationales classiques, j'allais dire, et il y a un diplôme spécialisé en International Security Studies, donc les études de sécurité internationale. Et moi, j'ai choisi de me focaliser sur, alors là, comme on dit, attends un instant, c'est the role of non-state actors in geopolitics, le rôle des acteurs non étatiques en géopolitique, c'est-à-dire avec la fin des conflits traditionnels qui opposaient par exemple les États-Unis à la Russie, la France à l'Allemagne. On parle d'acteurs asymétriques, on parle de conflits asymétriques où il y a des acteurs non étatiques, ça peut être des trafiquants de drogue, ça peut être des criminalités organisées, des terroristes qui viennent et qui ont un rôle déstabilisateur dans l'arène internationale, mais on n'arrive pas à les combattre de la même manière que si on alignait 2 armées sur un terrain de bataille. Voilà. Donc j'étais intéressée par ce rôle des acteurs non étatiques. Vous êtes une stratégiste. Alors je suis une spécialiste de la mafia, et de la mafia sicilienne en particulier. Une femme. Et pourquoi pas? Parce que je veux dire, c'est souvent des secteurs où on trouve généralement... Non, mais on s'entend, où on trouve généralement des hommes. Alors oui, et surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et pour la petite histoire, on m'a dit que c'était pas un domaine pour les femmes. Alors, toi qui commences à me connaître un petit peu, tu sais que quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, généralement, je vais le faire. Et c'était des anciens militaires et des policiers, généralement. Bien sûr. Mais moi, j'étais fascinée par cette nouvelle dynamique. Enfin, on va pas dire nouvelle, parce qu'elle existe depuis des millénaires, des acteurs non étatiques, mais par le rôle prééminent qu'ils pouvaient jouer dans la déstabilisation des États-nations et des conflits géopolitiques. Donc je me suis spécialisée là-dessus, et spécifiquement sur la mafia sicilienne sur la Côte d'Azur. Voilà ma spécialisation. Mais quand on parle des acteurs non étatiques, il faut qu'on parle du terrorisme, il faut qu'on parle des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains, trafiquants d'armes, trafiquants de cigarettes, etc. Donc pour avoir une approche... Tout ce qui déstabilise les temps, en fait. Ben voilà, on parle des comment on dit,
des groupes nigérians, les 419K au Nigeria. On parle de la mafia, des mafias italiennes, on parle des triades, des yakuza, des Russes, on parle de tout un tas de différentes choses. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. Non mais c'est vraiment impressionnant. Donc c'est à ça que vous tenez le titre de docteur. Oui. Ok. Alors, moi je regarde ici, et là vous allez m'aider à justement à y voir plus clair dans le rôle de qu'est-ce que consul général, ambassadeur, ambassadeur, consul général, consul. Alors, on va dire déjà la diplomatie, que ce soit américaine ou internationale, reste une institution qui est très protocolaire, une institution qui a peu changé depuis des centaines d'années, une institution qui est réglementée par une étiquette, par un protocole très strict et très hiérarchique. On parle souvent de l'armée en disant hiérarchique, tout le monde sait ce que c'est qu'un général, ou un amiral, on sait ce que c'est qu'un sous-officier. Et bien la diplomatie, en fait, elle est similaire dans sa hiérarchie, dans son organisation. Vous rentrez à un certain niveau et il faut gravir les échelons petit à petit. Si vous ne gravissez pas les échelons au bout d'un certain temps, vous êtes dehors. D'accord ? Maintenant, en termes de structure... C'est quand même... Ça demande quand même, c'est pas... on n'arrive pas là, puis on s'endort là. Non, c'est-à-dire que... Alors, on va mettre de côté, si vous êtes nommé par le président, vous n'êtes pas un ambassadeur de carrière, vous commencez directement ambassadeur ou un très haut niveau. Mais on va mettre ça de côté. Mais pour la diplomatie de carrière, tout le monde rentre comme junior officer, jeune officier du corps diplomatique. Et à force de sélections qui ont lieu tous les 2 ans ou 3 ans, on est promu ou on n'est pas promu au prochain échelon et on continue et on continue et on continue jusqu'à atteindre le rang dans l'armée qu'on dirait être le rang des généraux, c'est les Senior Foreign Service, les officiers du corps diplomatique senior. Et c'est de là que sont choisis les ambassadeurs généralement. Mais pour revenir à ta question initiale, dans chaque pays, à quelques exceptions près, nous avons une ambassade dans la capitale. D'accord, donc ici à Ottawa. Et le Canada est un pays vaste. Très vaste. Et de façon à pouvoir entretenir les meilleures relations diplomatiques à travers le Canada, il y a des postes de consulat général dans les différentes provinces. Et en fait, on va dire que l'autorité de l'ambassadeur m'est déléguée pour tout ce qui représente les relations avec Québec. Alors, relations avec Québec, c'est relations diplomatiques avec les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, mais également les acteurs économiques, avec la population, les populations, avec les ONG, avec tous les différents acteurs qui peuvent exister. Donc en fait ici, j'ai mon consulat général, donc dans la province de Québec, à Montréal, qui s'occupe de la grande ville de Montréal et j'allais dire un petit peu des alentours. Et nous ici, on a demandé au géographe du département d'État, il n'y a pas longtemps, de nous dire en fait, en termes de territoire, où on se situait par rapport aux autres consulats généraux. Et en fait, nous sommes le consulat général avec le plus vaste district consulaire au monde par périmètre. Pas par population, mais par périmètre. Parce qu'en fait, ici, nous couvrons non seulement donc, Québec, moins Montréal, on couvre Nunavik et on couvre Nunavut. Donc on va jusqu'au cercle polaire. Le consul ici... Il fait tout. Il va d'ici jusqu'à l'extrême de Nunavut. Il y a beaucoup de gens qui savent ça, je pense pas. Hein. Écoute, on essaye de faire ce qu'on peut pour démontrer qu'on est non seulement ici, mais pour l'Arctique. Ah, c'est pour ça que j'ai vu des photos de vous dans l'Arctique la dernière. Vous avez fait un voyage. C'était l'Arctique, c'était où? En février. En février. À Resolute Bay, Rankin Inlet et tout ça. C'était une mission de l'armée canadienne. Et qui nous a emmenés, qui nous a équipés parce que. Février en Arctique, t'as intérêt d'avoir de bonnes bottes. Hein, et donc l'armée canadienne nous avait habillés des pieds à la tête pour s'assurer qu'on n'allait pas mourir de froid en montant là-haut. Et c'était votre boulot là, vous deviez... Ah, c'était génial, génial. De pouvoir être au contact de certaines populations, de voir le travail que fait l'armée canadienne, de voir des étendues en Arctique. Vous êtes bien étrange, Madame la Consul. Vous parlez du chaud, du froid. Vous parlez du chaud, vous êtes bien dans le chaud, vous parlez du froid avec la même... Je me serais dit, oh, elle a parlé du chaud, puis quand nous sommes arrivés au sujet du froid, elle a dit, oh, j'ai passé un mauvais temps là. Mais vous avez quand même ce côté qui a cette appréciation. Vous savez apprécier les endroits où vous êtes.
Mais vous savez, c'est pas je dis vous, c'est tu, c'est pas si différent que ça. Je pense que quand on est intéressé par le côté humain, quand on est intéressé par un côté anthropologique, social, historique, ethnique, etc., on arrive à trouver des relations naturelles entre des situations qui, sur papier, ou pour le commun des mortels, paraissent tellement extrêmes. Donc, c'est vrai, comparer mon expérience au Burkina Faso et comparer mon expérience en Arctique. La plupart des gens diraient qu'il n'y a rien en commun, mais il y a tellement en commun. C'est quoi? L'éloignement géographique par rapport à la capitale, par exemple. Quand on parle des Touaregs au Burkina Faso ou des populations du nord du Cameroun par rapport à Yaoundé, n'est-ce pas? On parle de climat extrême, que vous soyez à 128 degrés Fahrenheit au nord du Cameroun ou que vous soyez à moins 50 en Arctique, c'est des températures extrêmes qui vont engendrer une manière de vivre qui est différente. Vous avez parfois une particularité ethnique qui n'est pas forcément la même que dans la capitale. Vous avez une spécificité linguistique, vous avez un historique, vous avez des conséquences, comment on dit, économiques de l'éloignement, de tout ça. Et quand je suis arrivée en Arctique, j'ai trouvé que mon expérience en Afrique me servait pour comprendre, peut-être plus rapidement que d'autres, la réalité sur le terrain de certains villages inuits. Changement d'alimentation qui engendre une hypertension, de l'obésité. Voilà, c'est de comprendre le pourquoi du comment. C'est pas de lire sur papier et se dire, voilà, mais c'est de discuter. Le rôle des aînés dans les villages inuits. Le rôle du consensus, de la discussion, de prendre le temps de parler, c'est pas la même chose qu'à Ottawa ou New York ou à Paris. Mais ça ressemble beaucoup à Gorom Gorom, Ngaoundéré, ou ça ressemble à Palimé au Togo. De savoir en fait la particularité, de comprendre l'environnement dans lequel on arrive. Et ben, j'ai trouvé plus de similitudes entre mes affectations en Afrique et l'Arctique que peut-être le temps que j'ai passé dans des capitales européennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Parce que sinon on ne finira pas, hein, parce qu'il faut aller... Alors, on a conseillé en politique étrangère, commandement des opérations spéciales pour l'Afrique, Stuttgart, Allemagne. Quand on fait ça, quand on fait cette profession pendant longtemps, comment on garde sa personnalité avec tout ce qu'on... Parce que c'est la diplomatie, il faut s'entendre. C'est connaître les cultures, c'est l'adaptation à différentes cultures. On fait tout ça, comment on reste en soi? Mais on reste pas soi, pas complètement. Vous savez, je dis souvent aux jeunes diplomates que nous avons tous des visières, tous. Elles sont religieuses, elles sont raciales, elles sont ethniques, elles sont socio-économiques, elles sont... Voilà, on a tous des visières. Parfois on est conscient qu'on les a, parfois on n'est pas conscient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est très à la mode, on va parler de implicit biases, ce genre de choses, d'accord? Implicit. Des formes de discrimination en fait qu'on a au sein de soi dont on ne s'aperçoit pas toujours. Mais ce que je dis aux jeunes diplomates, c'est essayez d'enlever ces visières quand vous allez dans un nouveau pays. Rendez-vous suffisamment vulnérable pour pouvoir être touché et changé d'une petite manière par la culture ou le pays dans lequel on est. Madame la Consul Générale, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Rendez-vous suffisamment vulnérable pour comprendre et apprécier la culture. C'est très fort, c'est très fort de sens, ça, se rendre suffisamment vulnérable. Il y a beaucoup d'humilité aussi dans cette expression-là. Pour se rendre vulnérable, c'est pas facile. Là. Je veux dire, on a l'ego, on a notre éducation, on a l'expression. Accepter de se rendre vulnérable. Et en anglais, on dit « allowed to be touched », se permettre d'être touché par la culture où on est. Moi, je trouve que ce serait dommage d'arriver à Québec et de quitter Québec 3 ans plus tard, n'ayant pas assimilé des expressions, n'avoir pas apprécié une certaine partie de la culture, c'est vrai partout. Mais je pense qu'il faut aussi avoir confiance en soi, peut-être,
pour se permettre d'être vulnérable. C'est ça. Je me souviens arriver au Burkina Faso, à Ouagadougou, une affectation extraordinaire, et je regardais les jeunes faire du vélo. Et je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond, son jeu de mots. Et finalement, j'ai compris, en fait, les jeunes pédalaient avec leurs talons. Toi, quand tu fais du vélo, tu pédales avec la pointe des pieds ou avec le talon? Pointe des pieds. Voilà. Alors, finalement, voilà, se permettre d'être vulnérable. Je tourne à mon chauffeur, je dis, écoute, je vais te poser une question vraiment bête, mais comment se fait-il qu'il pédale avec les talons? J'avais posé la question aux Américains dans mon entourage qui ne connaissaient pas la réponse. Et le chauffeur m'a dit, mais madame, c'est les chinoiseries. Je dis, les chinoiseries, c'est quoi ça? Ah bah oui, les flip-flops, les tongs sont de mauvaise qualité, elles sont très fines. Et pour éviter qu'elles glissent et se mettent dans la roue et causent un accident, eh ben on apprend aux enfants à pédaler avec les talons. Okay. Alors, c'est une anecdote. C'est pas une anecdote qui vole très haut. Mais en fait, c'est poser les questions. Aller chez quelqu'un, accepter une invitation pour aller dans une fête de famille, un enterrement, accepter de goûter quelque chose qui peut-être de premier abord... sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, de façon à ce que quand on quitte ce pays, eh ben, on emmène un petit morceau de ce pays avec soi. Que son cœur, eh ben, il n'est pas tout à fait le même, sa personnalité n'est peut-être pas tout à fait la même en arrivant qu'en partant. Pour moi, c'est un bon diplomate. Alors attention, ça ne veut pas dire de devenir natif, d'oublier qu'on est américain. Je reste diplomate américaine, je suis là pour soutenir la politique étrangère américaine, mais comment est-ce que je peux discuter avec un aîné d'un village si je ne comprends pas, je n'apprécie pas et je ne respecte pas la culture dans laquelle je suis? C'est très très important. Et après, de pouvoir aider d'autres à le faire. Donc pour revenir à Stuttgart, j'étais le conseiller diplomatique d'un général 2 étoiles, en charge des forces spéciales pour l'Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc pensez Boko Haram, Al-Qaïda, Joseph Kony en Ouganda. Et mon rôle, c'était de le conseiller, non pas dans la stratégie militaire, je ne m'y connais absolument pas en stratégie militaire, mais de le conseiller sur tout le reste. La culture, la religion, le côté humain. Ma spécialité, c'était de venir et de dire, ben voilà, par exemple, monsieur, mon général, si vous voulez faire cette opération dans cette zone avec les militaires, considérez ceci. En disant, ben, il faudrait que vous commenciez par aller voir les aînés. Ou moi, je vais aller voir les femmes. Ah, on connaît le rôle des femmes en Afrique. Hein. Bien sûr. Tout passe par les femmes. Hein. Et elles ont d'ailleurs ce rôle très, très en avant, mais ça ne se voit pas tout de suite. Oui. Et c'est ce que j'ai apprécié quand je vous ai rencontré la première fois que vous nous avez invités ici. Vous comprenez l'Afrique et la culture. C'est quoi? C'est ce côté, ben, avoir été là-bas et puis très jeune, vous avez expliqué ça. Mais j'ai remarqué que vous comprenez cette culture et puis vous comprenez, beaucoup de gens auraient l'impression que la place de la femme n'est pas nécessairement très puissante en Afrique, mais vous avez d'entrée de jeu, parce qu'on discutait la dernière fois, vu des IDL, elle comprend l'Afrique. Donc vraiment, c'est impressionnant, parce que vous avez... Et puis, on s'entend, on travaille avec des généraux, c'est pas facile hein, de se faire entendre. Il faut avoir un touch là dans la communication. Non, sincèrement, il faut avoir une touch dans la communication. Il faut avoir dans comment faire. Voilà. Et il y a ça, et comprendre un peu. Et puis pourtant, même quand on parle de stratégie militaire, on s'entend que c'est très important la position que vous aviez pour eux au point de vue décisionnel. C'est-à-dire, c'est très important, ça peut faire toute une différence. Connaître la culture, bien sûr. Bah, regardez par exemple, un cas de figure. Les États-Unis veulent faire un exercice militaire, je sais pas moi, golfe de Guinée, au hasard. Hein, ça, c'est du fictif. Et comme on dit, et c'est planifié 2 ans à l'avance, comme sont les exercices militaires, c'est très important. On va faire venir des représentants des forces armées des pays riverains, etc. Ah bah oui, mais dans pays X, une élection est appelée anticipée. Est-ce que vous voulez vraiment le visuel d'un gros navire de guerre américain parqué au large du pays qui va avoir des élections? Non. Non, mais il faut y réfléchir. Bien sûr. Parce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, va pouvoir se servir de ça. Ah, regardez, ils ont amené les Américains. Ce genre de choses, c'est d'avoir une vision qui est, comment on dit, très large, en fait. Mais
Non, c'est fascinant, mais je pense que pour moi, la leçon numéro 1 en ce qui concerne l'Afrique, c'est le côté humain, l'importance du côté humain, de forger des relations à tous les niveaux, de préserver ces relations, parce que il faut du travail quand on n'est plus en Afrique pour préserver ces relations. Mais je vais te raconter une histoire. J'avais dans un pays où j'avais été travailler, je connaissais le président de l'Assemblée nationale, voilà, ça se passait très bien, il venait chez moi dîner, j'ai quitté le pays, cette personne est devenue président, je suis aux Nations Unies, la porte de l'ascenseur s'ouvre, je rentre et j'entends « Mélanie, ma chérie !» Et maintenant c'était Monsieur le Président. Alors je le tutoyais, puis tout d'un coup, je vois à côté de lui le chef de protocole. Je dis, écoutez, je suis vraiment désolée, je crois que je dois vous voyez maintenant. Oh non, on se connaissait d'avant. C'est le relationnel. Je ne savais pas que j'allais le revoir, je ne savais pas qu'il allait devenir président, mais le fait d'avoir pu préserver cette relation, d'avoir une relation authentique et sincère, d'avoir des gens qui viennent à la maison, boire un café, dîner, partager Thanksgiving et d'être aussi humble que possible, je pense que ça permet des relations authentiques qui durent. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes encore, si j'appelais en le disant, mais écoutez... c'est ça qu'on conserve, c'est ce côté-là, quand vous partez, qu'on conserve. Écoutez, ma mère était au Maroc en vacances. Il y avait un colonel d'un pays dans lequel j'étais affectée, avec qui je m'entendais très bien, avec qui on avait des débats philosophiques extraordinaires. Et je l'ai contacté, j'ai dit, écoutez, vous aviez rencontré ma mère en passant comme ça, elle va être au Maroc, et il est allé la chercher, il l'a emmenée dans sa famille, ils ont déjeuné ensemble, etc. Parce que c'était sincère et authentique. Donc, c'est ces histoires humaines, je pense, qui me donnent de l'énergie, qui me donnent de la force. Je pense que je suis passionnée, donc c'est facile pour moi. C'est comme ça que je recharge mes batteries, c'est ce côté humain très très important. Vous êtes sur votre X. Vous le sentez quand vous faites. Vous êtes sur votre X, vous sentez que vous... Oui. Je m'éclate. Je vous le dis sincèrement, moi c'est ce que j'ai vu la première fois. Sincèrement, c'est ce que j'ai vu la première fois. Et tout le monde, je vous dis, on se l'est dit un peu à côté quand on partait. Dis donc, t'as vu la nouvelle consul général, je veux dire, cultivée, que puis humaine. On sent que vous êtes sur votre X. Vous aimez ça, vous êtes utile. Vous vous sentez utile quand même. Je pense, oui, je me sens utile et puis je suis dans un métier, je pense, qui me convient. Ma personnalité convient à ce métier. Je pense que j'ai choisi des affectations où je me suis retrouvée aussi, où j'ai eu la chance d'avoir des ambassadeurs comme au Burkina Faso qui me disaient « Mais Melanie, go do your thing. Mélanie, va faire ton truc. » C'était du genre « Je te laisse carte blanche, tu sais quelles sont mes priorités, tu fais ce que tu as à faire et tu me ramènes. » J'ai enseigné la danse, le ballet au Burkina Faso. Alors, dans une autre vie, il y a très 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 longtemps, j'étais une danseuse classique, j'étais une ballerine, je faisais sport-études et tout ça, je n'étais pas assez bonne pour vraiment réussir, donc j'ai décidé d'aller à la fac. Mais ma passion, c'est toujours la danse, j'adore la danse, c'est extraordinaire. Et je cherchais à refaire des cours de danse classique. Et au Burkina Faso, il y a une extraordinaire danseuse et chorégraphe qui s'appelle Irène Tassembedo, qui a une école de danse. C'est une princesse aussi du Burkina. Et quand je suis allée la voir en lui disant « Est-ce que vous faites des cours pour adultes ?» Elle m'a dit « Non, j'ai pas de prof en ce moment. » Commence à parler. Et finalement, c'est moi qui enseigne. Donc, j'étais diplomate américaine. Je vais voir mon ambassadeur. Je dis « Voilà, j'ai cette opportunité. » Il me dit « Mais vas-y, ça c'est la diplomatie aussi. » Donc, pendant 1 an, j'ai enseigné à des élèves qui étaient en cours afro-contemporain. Une école qui n'a pas d'égal en Afrique pour former des danseurs africains qui s'exportent à travers le monde. Vous allez dans n'importe quel festival en Europe aujourd'hui, vous allez trouver des danseurs formés par Irène Tassembedo, comme on dit. Et j'ai enseigné. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils avaient contact avec un Américain, avec une diplomate. Moi, je leur enseignais des techniques de danse qui venaient des États-Unis et je me suis éclatée. Mais éclatée. Et j'ai retrouvé un de mes danseurs à Stuttgart en compétition. Et il a gagné. C'est pas moi, c'est le travail des autres, mais j'étais assez contente. Et c'est ce côté-là, je pense que parfois, je cherche les expériences qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et c'est ça, je pense, qui permet d'avoir un petit plus, peut-être par rapport à certains de mes autres collègues, qui peut-être, tu fais du barrage de la langue. Le non-conventionnel. Vous êtes un peu non-conformiste, vous êtes un peu... Je suis très conformiste pour certaines choses, mais j'ai toujours un petit regard sur le côté en disant « Ah tiens, on pourrait aller faire ça ». Totalement. C'est ça qu'on a, en fait, quand on fait le tour de votre profil. Vous êtes cette professionnelle, parce que vous êtes extrêmement professionnelle, parce que pour faire ça... Faut que je m'attende, faut que je Non, mais je veux dire... Comme ça, ça te va, non, c'est bon. Non, je vous dis sincèrement, vous êtes extrêmement professionnelle,
vous savez de quoi vous parlez. Pas tout le temps. Vous faites attention quand même. Faites attention. Et du moins, ça paraît bien. Mais vous êtes décontracté. Vous êtes décontracté. Je ne devrais même pas dire mais, parce que je n'aime pas le mot mais. Cependant, vous êtes décontracté. Mais ça, c'est l'éducation aussi. Voilà. Je pense que mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont toujours rappelé de garder mes pieds sur terre. Voilà. Que peu importe qui on est, si on travaille dur, on mérite le respect des autres. Voilà. Que sa valeur humaine n'est pas déterminée par la taille du compte bancaire ou le nombre de diplômes qu'on a. Et j'ai appris très tôt, je pense, qu'il faut rester terre à terre. Une autre petite histoire, j'étais au lycée français, donc à Washington, j'avais quoi, 8-10 ans, ma mère était prof au lycée, et il y avait l'équipe de nettoyage, c'était monsieur et madame Gutiérrez. Et un jour, en pleine conversation avec ma mère, j'arrive, je ne fais pas attention à eux, et je passe. Et ma mère m'a fait arrêter, m'a fait faire demi-tour pour aller les saluer. J'avais oublié de dire bonjour. C'était pas intentionnel, j'étais en pleine discussion, et puis voilà. Cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. C'est que peu importe qui tu es, où tu es, tu dois la politesse et le respect aux autres. Et je pense que ça me permet de garder terre à terre. Maintenant, si je suis face à un président, évidemment, il y a un protocole, il y a une étiquette, etc. Mais ça ne veut pas dire que, comme on dit, le sous-officier, la femme de ménage ou la femme illettrée au village ne mérite pas d'avoir mon respect aussi. Absolument. Et il y a un truc que j'admire en passant, parce que quand on regarde votre parcours aussi, on voit que vous avez cette adaptation quand même. Vous pouvez être dans un milieu économique, vous pouvez être dans des dossiers économiques, dans des stratégies militaires, dans des stratégies géopolitiques. Et la même adaptation, on la voit dans votre façon aussi d'être avec les individus, différents pays, différents. Est-ce que ça, c'est ce qu'on apprend dans la profession ou ça relève du cadre de l'éducation? Je pense que ça ne s'apprend pas. Non, hein? Je pense que ceux qui ont dans leur personnalité déjà cette base sont peut-être attirés par la profession. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas vraiment extroverti, quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'autre, oui, ne va pas chercher à être diplomate, je ne pense pas. Maintenant, je pense que ça va être exacerbé dans la profession parce qu'on est parachuté dans des pays, dans des situations qu'on n'a jamais vécues avant. Donc on a c'est comme si on a une caisse à outils, on arrive à sortir les différents outils qu'on a pu nous enseigner. Mais à la base, il faut qu'on ait déjà, je pense, ce côté assez naturel de vouloir aller vers l'autre, de vouloir apprendre, de vouloir, discuter avec les autres. Maintenant, je pense qu'il y a un côté éducation aussi. Le fait que j'étais dans une école internationale à Washington veut dire que dans ma classe, quand on était 30 élèves, il y avait 15 différentes nationalités. Donc on est exposé très vite à une multitude de pays, de religions. Je me souviens, le Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Je me souviens que j'avais dans ma classe un diplomate dont le père était diplomate de Haute-Volta. On parlait du Zaïre, pas du Congo. On parlait... Je veux dire, et donc moi toute petite, j'avais déjà, grâce à ce milieu académique dans lequel j'étais, j'avais une ouverture d'esprit que peu ont l'immense privilège de pouvoir avoir. Il y a déjà ce mélange, ce multiculturel qui très tôt a forgé. Bon, et puis, il faut rappeler aussi, ma mère est française et mon père est américain. Donc j'ai grandi parlant français et anglais. Donc déjà, j'étais bilingue et surtout biculturelle. Parce que vous parlez très bien français. On ne peut pas être biculturel si on n'est pas bilingue. J'en suis absolument persuadée. Donc déjà, toute petite, j'ai baigné dans 2 langues, dans 2 cultures, dans 2 mondes. Donc à rajouter un 3e, un 4e ou un 5e, c'est pas si difficile. Hein. Bravo Madame la Consul Générale, impressionnant. Impressionnant. Un jour, j'arriverai à te faire m'appeler Mélanie. Mais bon. Oh oui, mais voilà. Non, mais si quand on lit ça, on réfléchit 2 fois avant de dire Mélanie, mais bon. Chef consulaire chargé économique, commercial, politique et militaire, ambassade de Lomé, Togo, conseiller politico-militaire, ambassade Ouagadougou, Burkina Faso, chef consulaire chargé politico-militaire, ambassade de Yaoundé, je viens du Cameroun. Et elle m'en apprend encore quelques fois sur mon pays. Je suis gêné. Au lieu de m'appeler docteur, appelle-moi Mani alors. Ah oui, mamie. Non mais quand dans une autre émission, je vous assure, parce que ça prend une autre émission parce que
il y a toute une histoire déjà rattachée à sa présence et à ses réalisations au Cameroun. Donc voilà, analyste de recherche à la section politique ambassade à Paris, interprète de l'ambassadeur pour toutes les délégations officielles en visite en ambassade à Paris, stagiaire traducteur, et ça c'est plus loin là, ça c'est quand vous commenciez là, stagiaire traducteur pour les services américains aux affaires étrangères et commerciales, ambassade des États-Unis à Paris, expérience professionnelle, professeur invité de géopolitique et de prise de parole en public. Ok, prise de parole en public. Public speaking voilà. Professor. Donc, comme tu as compris, j'ai un peu la tchatche. Vous m'arrachez les mots là où je m'en allais vers ça vous dire. Ok, parce que je voulais vous dire, mais Madame la Consul Générale, je vous trouve très éloquente, je vous trouve. Je voulais vous dire, mais c'est. Ok, c'est quoi? C'est l'école, c'est l'éducation, donc voilà, ça s'explique. Là, vous avez. Je pense que c'est naturel, c'est tout. Voilà. Alors, mais c'est quoi? Quand on dit professeur invité de géopolitique et de prise de parole, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous pouvez enseigner à du monde des prises de parole? Oui. Oui, j'ai enseigné pendant un semestre à Paris à des étudiants en masters comment faire du public speaking, comment parler en public, comment se présenter physiquement, comment s'habiller, comment marcher, comment construire un speech, comment répéter un message, quel est le public, connaître son public, comment est-ce que... Voilà, j'ai fait ça, c'était super, je me suis éclatée. Ok. Institut supérieur de gestion, et ça c'est à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Voilà. Chargé des ressources humaines, organisation de coopération et développement économique, Paris-France. Alors là, on vous parle des années 98-2001. Formation académique, doctorat en relations internationales et études sur la sécurité internationale, ça vous nous avez dit. Alors, maîtrise en affaires. Mais tu fais, c'est une conversation, tu fais mon... Non, tu fais mon, je vous ai dit qu'il fallait... Comment on dit, le obituary. Oui. Le quoi? Comment c'est quoi? Obituary, c'est quand quelqu'un meurt, tu sais. Mélanie a fait ceci. Non, moi je dis il fallait absolument, parce que moi quand je vous ai dit, je vous avais déjà rencontré, puis je voyais le personnage, je voyais la professionnelle, mais quand on a reçu ça, comme information au sein du Conseil panafricain, on s'est dit, ok, d'accord. Mais tu sais, il y a une chose qui manque là, qui est probablement l'aspect le plus important de ma vie, mais qu'on ne met pas sur un CV, c'est que je suis maman. Et on va terminer par ça. Parce que tout ça, j'ai pu le faire. En étant maman. En étant maman. Et là, c'était un tout autre débat, donc on pourrait peut-être parler une autre fois. Non, on va le faire, hein, parce que... le rôle de la femme, mère, professionnelle. Merci beaucoup, Madame Zimmermann. Non, c'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. Et puis, nous, vraiment partir déjà du moment où cette première réception que vous avez donnée un ton très significatif pour nous. Madame Zimmermann, extrêmement significatif. Nous sommes extrêmement contents de savoir que vous êtes là et extrêmement contents de faire votre connaissance. Et puis, voilà quoi. On est ensemble, comme on dit en Afrique. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous réalisez. Déjà pour la société au complet, hein, pour la société au complet. Et puis, bon, pour le monde et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Bah, écoute, moi je vais utiliser une expression que j'ai appris au Burkina. Tu connais, demander la route? Alors au Burkina, quand on veut partir, quand on veut quitter un rendez-vous, la personne demande la route. Mais il faut la demander 3 fois avant qu'elle soit accordée. Et à la fin, quand on va vous donner la route, on va dire « mais je te donne la moitié. Tu prends l'autre pour revenir. » Donc voilà, moi je te donne la moitié de la route pour que toi, tu puisses revenir et que tous ceux qui ont pu peut-être prendre plaisir à écouter notre débat, qui effectivement aurait pu être une causerie qui aille du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis merci toujours pour cet accueil. Nous, quand on arrive aux États-Unis, nous on est toujours bien accueillis. Hein. Franchement, moi la dernière fois,
avec les... attendez, quand la consul générale vous invite, croyez-moi, si vous manquez son invitation, vous manquez tout un buffet après, parce que faut dire les vraies choses. Alors, elle accueille aussi à l'africaine, là, c'est-à-dire qu'il manque pas... Vous ne pouvez pas... pas manger, toi. Non, 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 c'est parce que j'étais trop dans mon... Non, non, franchement, vous êtes accueillis à l'africaine, donc vraiment... Merci beaucoup encore. Et puis voilà, c'est ce qui met fin à cette autre émission de plan d'affaires Show-Us. Et voilà, c'est toujours, et on se rappelle à quoi sert cette émission. On veut parler des situations, des gens, des organisations, des individus, des choses qui nous inspirent. Non pas qu'on dit, on n'est pas ici en train de dire, et on se rappelle toujours que tout ce qu'on fait, tout ce que les êtres humains font, c'est extraordinaire. Nous, ce qui est important ici, c'est que on veut quand même dresser une vision du leadership. Et c'est très important, parce que ça inspire des modèles comme ça. Merci beaucoup d'être là, et à une prochaine émission. Franck Eboa, président du Conseil panafricain de Québec, au plaisir. Prenez soin de vous.